l'hydrodynamique du bioréacteur. Tout particulièrement, c'est l'hydrodynamique du cuve-agité. Alors donc, en parlant de l'hydrodynamique du cuve-agité, il s'agit notamment sur l'agitation par des agitateurs rotatifs. Okay? Un agitateur rotatif, il est composé d'une tige, une partie mobile et une tige, et des pales. Bon, voilà une cuve agitée. Alors donc, dans une cuve agitée, on peut trouver deux phases, par exemple gaz liquide, ou bien gaz liquide solide triphasique, ou bien liquide-liquide non miscible. Donc dans ces trois cas, on parle donc de mélange d'une cuve agitée. Et le mélange, bien l'agitation, consiste notamment à homogénéiser le milieu, augmenter le phénomène de transfert de matière, okay, et transfert de chaleur. Alors, une notion fondamentale, nous devons l'apprendre, c'est que l'emplacement de l'agitateur est très important. Voilà par exemple un schéma ici, une cuve agitée, voilà le mobile. Donc le mobile est indiqué, il y a le diamètre total, c'est T, et le diamètre du mobile, c'est DA. Et voilà donc un schéma qui représente une cuve agitée. Suivant les dimensions données et l'emplacement de mobile, on peut déterminer ce qu'on appelle un nombre très important, c'est le nombre de puissance, qui fait partie d'une formule bien de la détermination de la puissance dissipée. Okay? Par exemple, petit exemple ici, la hauteur totale c'est H qui est égale à T, et l'emplacement, c'est-à-dire du mobile, voilà, se trouve à 0,3 H, bien sûr, du fond de la cuve. Alors c'est le diamètre de mobile, il est de 0,6 T, et s'il y a des chicanes, comme vous le voyez par exemple 0,7 T, dans ces conditions données, donc le nombre de puissance est déterminé par une APAC, okay? C'est-à-dire suivant l'emplacement et la nature de bien la catégorie de mobile, alors on peut déterminer ce qu'on appelle le nombre de puissance. Voilà, donc je continue. Il existe plusieurs catégories de mobiles. Alors on peut les mettre sur trois classes, soit sous forme hélice, d'accord? Voilà trois formes d'hélice, soit de forme turbine, ok, les différentes turbines, et de forme encre. Bon, la troisième, c'est les vis n'appartenant pas aux agitateurs des bioréacteurs. Voilà, donc hélice, turbine et encre. Voilà les différentes formes. La plus utilisée dans les bioréacteurs, c'est la turbine rejetante, c'est-à-dire enfin des pales, 6 pales qui sont fixées sur un disque ou bien un cylindre suivant la puissance exigée par le système. Et donc voilà donc les différentes catégories. Donc je répète, il y a des formes hélices, les formes turbines et les formes encre. Alors chaque type engendre une hydrodynamique particulière. À titre d'exemple, par exemple, voilà une turbine, voilà la circulation du liquide. Comment, c'est-à-dire quelle forme, bien la circulation du liquide avec une turbine, voilà, donc il y a un jet, si vous voulez, latéral et une circulation au-dessous et une autre au-dessous de l'agitateur. Voilà le mélange, comment il se fait. Par contre, avec hélice, voilà, donc on constate voilà la circulation, comment elle est faite. Si on parle de rayon d'action, rayon d'action pour une turbine, le rayon d'action horizontal est plus long plus important que le rayon d'action vertical.
Par contre, pour hélice, le rayon d'action vertical est plus élevé, plus important que le rayon horizontal. Alors, je continue. Donc, l'agitation dans les bioréacteurs particulièrement, je dirais, influe un paramètre très important. C'est un paramètre de transfert de matière qu'on appelle coefficient de transfert KLA. Donc, c'est le transfert de matière de la phase gazeuse dans la phase liquide. C'est un coefficient. Ce coefficient, bien entendu, il dépend de plusieurs paramètres. La température, la viscosité, la densité, la diffusivité, mais notamment, il dépend de l'hydrodynamique. Quand on dit hydrodynamique, les paramètres qui interviennent, c'est le nombre n, c'est le nombre de tours, ainsi que un autre nombre, c'est le nombre de puissance, nous allons voir ça après. La géométrie de la cuve, d'accord, et le diamètre du bulle dégagé, insufflé par l'insufflation. Donc, ces paramètres, l'hydrodynamique, de façon générale, avec tous ces paramètres, influent ce qu'on appelle la puissance dissipée, le nombre de Reynolds, le nombre de Froude et un nombre d'aération, on appelle NA. Ces nombres, bien, ces formules, expriment ont une relation avec le coefficient de transfert. Le coefficient de transfert, KLA, il comprend deux parties, le KL et la A. Le A, ce n'est d'autre que la surface spécifique, la surface spécifique de l'interface, c'est-à-dire la surface d'interface divisée sur le volume total. Alors que le KL, c'est un coefficient de transfert dépend notamment de l'hydrodynamique, et celui-là, il dépend de la taille du bulle. Okay? Voilà, de façon abrégée. Alors, les paramètres qui influent bien sûr le taux de rétention, le volume occupé par le gaz par rapport au volume total, le taux de rétention de la phase gazeuse, ainsi que le diamètre du bulle, il y a le débit insufflé, le débit de gaz, c'est-à-dire dans la cuve. Je continue, donc la formule de la puissance dissipée ou la puissance consommée, c'est P. Elle dépend d'un nombre, on appelle le nombre de puissance, le nombre de tours et le diamètre de mobile et la masse volumique. Voilà donc la puissance consommée d'un agitateur pour une cuve agitée. Nous constatons ici, donc il y a un nombre de tours, diamètre, puissance 5, puissance 3, et un nombre de tours. Celui-là, le nombre de puissance, est déterminé à partir de la bague de Rushton, représentée, nous allons voir ça par la suite. Donc, et la masse. C'est quoi la masse? C'est la masse volumique, normalement, c'est la masse volumique apparente, c'est la masse volumique de milieu. Donc, alors, nous continuons. Voilà, concernant le nombre de puissance, comment il est déterminé. Voilà, le nombre de puissance, il est déterminé en fonction de Reynolds et en fonction de catégorie ou bien de type d'agitateur. Voilà, donc agitateur avec 4 pales, avec 6 Rushton. Il y a d'autres formes, de mobiles, et suivant la forme de mobile, on peut déterminer à partir de cette abac le nombre de puissance en calculant Reynolds. Alors nous allons voir par la suite comment calculer Reynolds. Bon, avant cela, donc, on doit comprendre c'est quoi la masse volumique apparente. Bon, quand il y a un mélange, par exemple gaz liquide, ou bien liquide, ou bien 3 phases, alors la masse volumique apparente, c'est la masse volumique de mélange. C'est-à-dire, supposons le cas gaz liquide, alors dans ce cas, donc, la masse volumique de gaz multipliée par le taux de rétention, c'est-à-dire le volume de gaz par rapport au volume total, plus la masse volumique de liquide multipliée par 1 moins le taux de rétention. Voilà, donc, quand il s'agit de gaz liquide. Alors, donc, taux de rétention de gaz. Alors, pour le cas, par exemple, liquide solide, il y a deux cas, c'est-à-dire soit on est dans un système de lit poreux, c'est-à-dire un lit de garnissage par exemple, ou bien un solide en suspension.
Mais dans tous les cas, la masse volumique égale, comment dirais-je, la masse volumique du solide multipliée par la masse volumique de la phase, enfin la porosité, hein, soit la porosité, soit le volume occupé par la phase liquide, plus la masse volumique du liquide, 1 moins le pourcentage ou bien le taux de liquide dans le milieu. Alors, cette formule est appliquée, là on dit la porosité quand il s'agit d'un liquide de garnissage. On parle de porosité par contre, de suspension, on parle de taux de rétention. Pour l'instant, c'est pas indiqué ici, je m'excuse. Bon. Alors, pour par exemple une suspension, un solide dans un liquide, bon, alors donc on change les formules, ça devient le pourcentage de solide occupé, et là donc la phase liquide et le pourcentage de solide occupé. Voilà, donc ça c'est la masse volumique d'un mélange. Donc cette formule, bien cette masse volumique est appliquée dans la puissance dissipée. D'accord? Parce que quand on mélange c'est-à-dire les deux, gaz liquide, bon, le tout, on ne mélange pas une partie. Donc pour cette raison, donc si on applique, si je reviens à la formule, cette masse volumique concerne la masse volumique de milieu XP, de milieu, c'est-à-dire soit liquide sel, ou bien liquide gaz, ou bien solide liquide, et ainsi de suite. Comment on calcule les Reynolds dans une cuve agitée par un système rotatif? Donc le Reynolds, il y a le diamètre au carré de l'agitateur de mon but, le nombre de tours, la masse volumique du liquide sur la viscosité. Bon, je dirais le liquide quand il s'agit uniquement de liquide. Pour un mélange, Reynolds peut changer suivant le. Donc on prend de préférence la masse volumique de tout, de mélange. Alors donc, parlons des régimes hydrodynamiques lors de l'agitation. Deux phases, je parle notamment ici de deux phases, liquide, solide. Alors, il existe trois régimes. Le premier régime, on l'appelle engorgement. Hein, engorgement. Dans ce cas, donc, les bulles de gaz ne sont pas affectées par l'agitation. Deuxièmement, charge, régime charge, les bulles de gaz sont mélangées au-dessus de l'agitateur. Troisièmement, c'est la dispersion, les bulles de gaz sont cassées et mélangées dans toute la cuve. Ce troisième régime qui est normalement visé par l'agitation parce que c'est le régime le plus approprié pour un bon transfert et pour qui indique qu'il y a une bonne agitation, un bon mélange. Bon, voilà les régimes. Les régimes sont ici. Voilà le premier, par exemple, là où l'agitation est faible, par exemple, ou tout simplement, il y a une sifflation de bulles qui se trouve au niveau de mobile. Alors vous constatez, comme on le constate ici, la dispersion des bulles n'est pas affectée, influencée par l'agitation, car l'agitation est trop faible. Voilà, on augmente l'agitation, ça commence à occuper davantage de volume, donc, mais quand même c'est insuffisant. B. Là, on a occupé la totalité dessus de mon but, voilà donc le régime de charge. Et voilà, on a passé donc le régime de dispersion. Voilà les deux cas, donc régime de dispersion. Donc ces régimes sont déterminés ou bien sont en quelque sorte mentionnés par un nombre qu'on appelle le nombre de puissance. Voilà le nombre de puissance NA. NA, c'est on appelle le nombre d'aération. Pardon, je m'excuse, c'est le nombre d'aération NA. G sur le nombre de tours, c'est DA à la puissance 3. Alors ce nombre A, dans un intervalle bien déterminé, nous donne ou bien nous indique que l'agitation est bonne et nous sommes dans le cas de dispersion. Nous allons voir ça par la suite. Il y a un autre nombre très important, c'est le nombre de Froude, qui exprime le rapport des forces d'inertie aux forces de gravité, caractérisant le phénomène de vortex. Voilà le nombre de Froude. Donc
nombre de tours, diamètre d'agitateur et l'accélération de l'apesanteur. Voilà, revenons au nombre de NA, le nombre d'aération. Donc il est bien, c'est-à-dire, voilà une formule qui donne le NA en fonction du fluide. Okay? On doit calculer le fluide au début, ensuite on détermine le NA. Alors, pour les valeurs de NA qui nous assurent qu'on est près ou loin d'une bonne agitation, donc dans ce régime, la dispersion de gaz est assurée par la formation de cavités à l'arrière des dépôts de la turbine. La meilleure efficacité est obtenue lorsque les cavités adhèrent sur toute la surface des pales, situation observée pour, voilà la balance. Il faut que N1 soit supérieur à 0,1 pour qu'on puisse dire qu'on a assuré une bonne aération. N1 supérieur à 0,1. Ok? Il y a une petite remarque, dans le domaine de génie biochimique, l'aération est souvent caractérisée par le taux d'aération qui s'exprime en volume de gaz introduit par minute par volume de liquide, c'est-à-dire VV1, volume par minute. Donc, pour le domaine de bioréacteurs, dans le domaine des bioréacteurs, on utilise ce paramètre. La puissance dissipée, mécanique au milieu aéré. Voilà, donc puisqu'on a dit que la puissance dépend de la masse volumique de mélange, donc automatiquement on conclut qu'il existe une puissance en présence d'aération qui est différente d'une puissance en absence d'aération. Et le rapport PG, c'est-à-dire le rapport Pi, la puissance en présence d'aération, sur la puissance en absence d'aération, diminue régulièrement avec le nombre d'aération et devient constant pour NA supérieur à 0. Alors, voilà une formule. Donc, bien sûr, ça va de soi, c'est la puissance G, elle est toujours inférieure à P. C'est normal. Le mélange devient plus facile, plus simple dans un mélange gaz-liquide qu'en liquide seul. Donc PG sur P égale 0,27, 0,022 sur FR. Donc cette relation exprime donc le PG sur P. Voilà une autre formule, toujours empirique, qui donne la puissance en présence d'aération en fonction, cette fois-ci elle est donnée en fonction du nombre de pales. C'est une expression, bien sûr, il faut faire attention, c'est une formule empirique, elle dépend des conditions bien déterminées, nombre de pales. Donc, quand on dit nombre de pales, donc il s'agit d'un mobile spécifique. Donc, voilà, PG, 0,1, P au carré, la puissance dissipée, le nombre de tours, diamètre d'agitateur, bien de mobile, et le débit de gaz. Okay? Débit de gaz, je dirais le débit volumique ici. Il faut faire attention, débit volumique, c'est-à-dire mètres cubes par seconde. Alors, quant solubilité des gaz en phase liquide, vous connaissez la fameuse formule d'Henry. Donc, la puissance, c'est la pression, la pression partielle d'un gaz égale la constante d'Henry multipliée par la concentration en solution de ce gaz. Donc, pression partielle de ce gaz dans la phase liquide et dans la phase gazeuse. Et ça, c'est la concentration dans la phase liquide. Donc, phase liquide, phase gazeuse. Donc, dans la phase avec une puissance, avec une pression partielle dans la phase gazeuse d'un gaz bien déterminé, proportionnelle à sa solubilité, enfin à sa concentration dans la phase liquide, multipliée par la constante d'Henry, qui est donnée en litres atmosphère par mol, la concentration mol par litre et la pression en atmosphère. Avec ces valeurs, donc H, elle doit avoir une valeur bien déterminée. Alors, revenons coefficient de transfert gaz liquide dans les bioréacteurs, coefficient
volumique de transfert de matière. Bon, on appelle ça coefficient volumique parce que c'est exprimé en fonction de volume. Parce que nous avons vu ça dans un cours précédent, c'est-à-dire le KL, enfin la constante, la diffusivité divisée sur l'épaisseur d'interface, multiplié par A divisé sur le volume, c'est qui donne KL. Nous avons vu ça dans un cours précédent. Donc, on appelle ça coefficient volumique de transfert de matière gaz liquide. Le transfert de matière gaz liquide d'un gaz peu soluble, comme l'oxygène, est caractérisé par le produit de coefficient de transfert de matière, KL. Bon, L ici, c'est un indice, hein, ce n'est pas un produit. KL, c'est-à-dire le coefficient de transfert dans la phase liquide, 1 mètre par seconde, côté liquide, coefficient de transfert de flux liquide. Par l'air spécifique d'échange par unité de volume, voilà. Donc, par unité de volume de liquide. A, c'est mètre moins 1. Alors, ce produit est par définition le coefficient volumique de transfert de matière gaz liquide, noté KLA, et qui est en grande partie fonction de type, il est pas là, donc il faut retenir ça, fonction du type de mobile de l'agitation et de la puissance dissipée. En cuve mécaniquement agitée aérée, le coefficient volumique de transfert est un paramètre essentiel car sa valeur doit être suffisante pour que les besoins en oxygène de micro-organismes soient satisfaits. C'est normal. Voilà quelques formules empiriques de KLA en fonction de la puissance en présence de gaz, le volume agité ou bien aéré, une constante et la vitesse. Là, c'est la vitesse du gaz, c'est-à-dire le débit divisé sur la section de la cuve. À la puissance, il y a deux constantes, alpha et bêta, dépendent du milieu coalescent. Donc, suivant la nature du milieu, qu'il soit coalescent ou non, donc on détermine le alpha ou bien on donne les alpha et les bêta. Bon, ça c'est une formule empirique. Il y a d'autres formules pour, voilà, donc pour un milieu coalescent. J'expliquais auparavant dans un cours précédent, c'est quoi le phénomène de coalescence. Coalescence et non coalescence. Donc le KLA égale 2,6 puissance moins 2 Pg sur V, et sur puissance 4, et la vitesse du gaz, bien la vitesse spécifique, c'est-à-dire le volume, c'est la section. Voilà, donc c'est indiqué ça. Donc c'est le débit volumique sur la section de la cuve, c'est mètres par seconde, R de la section droite de la cuve. Pour les solutions salines, voilà, donc milieu non coalescent, c'est indiqué, donc les solutions salines, milieu non coalescent, le KLA est donné par une autre formule empirique. On doit retenir tout ça pour les applications dans les exercices. Bon, passons aux formules, bien c'est-à-dire qu'on doit apprendre pour dimensionner ou pour caractériser une cuve agitée indiquée pour une croissance par exemple, croissance biologique. L'objectif est de satisfaire les besoins des cultures au niveau des échanges gazeux. L'objectif de l'agitation, je dirais, l'objectif de l'agitation et de l'aération. Alors, pour satisfaire, consiste tous les deux à satisfaire les besoins des cultures au niveau des échanges gazeux. Les micro-organismes utilisent l'oxygène dissous et rejettent le CO2 en équilibre avec la phase gazeuse. Donc, on doit relever deux notions essentielles apparaissent. Première, la notion 1, c'est la capacité de transfert du réacteur noté OTR. La deuxième, c'est la demande en oxygène de la culture. Alors, c'est quoi ces deux formules? Pour la première, la capacité de transfert, elle est donnée par la formule OTR. Bon, OTR égale dC sur dt. KLA, c'est étoile moins C. Donc, c'est la concentration en oxygène dans la phase liquide. La concentration de saturation, c'est étoile. Et celui-là, donc, nous l'avons vu, donc c'est le coefficient de transfert dans la phase, coefficient volumique de transfert dans la phase liquide. Alors, donc, ça, c'est la capacité de transfert. Dans un cours précédent, nous avons vu comment faire pour déterminer le KLA.
mais quand même nous allons revenir sur ce problème. Les variables influençant la capacité de transfert, c'est dans un bioréacteur. Il y a plusieurs variables. Premièrement, la puissance d'agitation et l'efficacité du système d'agitation. Donc la puissance, la solubilité du gaz. Elle dépend de la pression, du débit, de la composition, de la température, de la composition du milieu, ainsi de suite. Donc paramètres physico-chimiques, débit d'air et la pression. La pression partielle dans la phase gazeuse, tout ça influe la capacité de transfert. Donc, plusieurs critères sont aussi à définir. Le volume d'expansion du liquide lié au gaz. Alors, lors de l'étude d'un système aéré, quels sont les paramètres qu'on doit déterminer ou bien qu'on doit étudier sur le volume d'expansion du liquide lié au gaz, le débit gazeux qui peut être exprimé sous plusieurs formes, volume d'air mètre cube par heure dans les systèmes. VVM, c'est un paramètre utilisé volume par minute et volume par heure. Bon, ces deux sont déterminés par un système de mesure, par exemple un rotamètre. Un rotamètre, système de mesure de débit. Donc on divise le volume par minute, le volume par heure sur le volume de réacteur. On trouve donc VVM ou bien VVH. Demande en oxygène. Donc la demande en oxygène, voilà, donc vous connaissez ça, c'est ce qu'on appelle la loi ou bien la forme, ou bien le modèle de Monod. Donc le coefficient de transfert multiplié par le substrat divisé sur un coefficient d'affinité sur plus la concentration du substrat, ça c'est bon, voilà, donc multiplié par x, tout ça multiplié par x, ok, et donne normalement la vitesse gramme par litre ou bien vitesse gramme par litre par heure divisé par sur le rendement, parce que tout simplement, pourquoi le rendement? Parce que c'est pas la totalité de gaz bien d'oxygène consommé, d'accord, c'est-à-dire bon, voilà, donc par exemple pour 1 gramme, c'est-à-dire combien de grammes, c'est un rendement, c'est le coefficient de un rendement, combien de grammes d'oxygène utilisé pour produire 1 gramme de X. Donc la formule, parce que la formule, cette formule X U max EO2, et donne la vitesse de production de biomasse. X U max O2, c'est ça. Ça, c'est les 5. Hein. Les 5 donnent la vitesse de production de biomasse. D'accord? Alors, puisque la production de biomasse, lors de la production de biomasse, on utilise une quantité d'oxygène, ce qu'on appelle le rendement, alors on doit tout simplement diviser sur ce rendement, c'est-à-dire le rendement multiplié par la vitesse de production de biomasse, voilà, donc égale la demande en oxygène. Voilà, donc c'est une formule qu'on doit retenir, ok? Alors, l'équilibre entre la réaction biologique et le transfert de matière gaz liquide. Donc, lors d'une fermentation, d'une croissance de biomasse, on atteint ce qu'on appelle un équilibre entre la réaction biologique et le transfert de matière gaz liquide. Bon, alors donc, tout simplement, parce que la vitesse de production de biomasse ou bien de l'activité biologique dépend de la quantité d'oxygène, bien de flux d'oxygène entrant dans la phase liquide, qu'elle peut utiliser. Donc, pas tout simplement parce que la réaction biologique, elle est limitée par le transfert de gaz. Pour cela, donc, la formule la suivante. Donc, voilà, donc le KLA oxygène, c'est-à-dire cette formule, c'est la quantité d'oxygène fournie au milieu. D'accord, c'est une vitesse, ok, c'est une vitesse. Alors, cette vitesse,
limitante égale tout simplement à la vitesse de production de biomasse sur le rendement, c'est-à-dire cette quantité fournie en milieu qui limite la vitesse. Et pour cela, il y a une égalité. Égale la vitesse de production de masse, bien sûr, sur le rendement, parce qu'on a dit que juste, c'est-à-dire qu'il y a un rendement pour chaque gramme de biomasse, on utilise une quantité bien déterminée d'oxygène. Donc, il y a un rendement d'utilisation. Voilà, si on continue donc la formule, tout simplement, on remplace le Rx avec sa valeur. Le Rx, cette vitesse égale la vitesse de production de biomasse égale X Umax sur Ka2 plus O2. Okay? Voilà donc les différents paramètres. Mu sur le taux de croissance, Umax sur le taux de croissance maximale, Rx c'est les vitesses de formation de biomasse, le O2 c'est la concentration d'oxygène, O étoile c'est la saturation. Celui-là c'est le rendement de la biomasse par rapport à l'oxygène, c'est-à-dire combien de grammes de biomasse on produit en utilisant 1 gramme d'oxygène, c'est XCO2, et le K2 c'est le constant de Monod pour l'oxygène, ou bien ce qu'on appelle d'affinité. Voilà, merci pour votre attention. Prochainement, nous allons entamer la partie, c'est-à-dire le modèle, enfin la croissance de biomasse, pour tout simplement comprendre ce qui est certains termes tels que le taux de croissance et la vitesse de production de biomasse, la vitesse de production de métabolites, ainsi de suite. Merci pour votre attention.